Nous ne vivons plus dans une réalité partagée. Quoi qu'il arrive, l'émotion l'emportera toujours sur les faits. Malheureusement, je veux dire, C'est la vérité. Les médias doivent être surveillés. Nous gardons une grande influence, ce qui permet de bâtir la confiance et de nouer un lien avec le public. bonjour, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite, et voici Presse Club. Et dans l'épisode passionnant d'aujourd'hui, nous recevons une star de longue date de CNN, co-présentatrice de The Situation Room et nouvelle propriétaire d'un chiot, Pamela Brown. J'adore que tu aies ajouté ça à mon titre. Voilà. Eh bien, je me demande, tu préfères Pam ou Pamela, ou ça n'a pas d'importance? Ça m'est vraiment égal, mais ma mère y tenait et Pamela, elle a toujours voulu être Pamela. Donc, si tu fais attention, Wolf Blitzer m'appelle toujours Pamela parce que ma mère l'a appelée un jour, il y a des années, et lui a dit « Elle s'appelle Pamela, pas Pam ». On dirait que tu avais peut-être des ennuis. Pamela, je sais exactement. À l'antenne, on reste avec Pamela, mais hors antenne, j'ai toutes sortes de surnoms. Donc, tu as posté sur les réseaux sociaux que, je crois, si j'ai bien compris, tu viens d'avoir un nouveau chiot? Oui. Et tu as un chien plus âgé qui est super capricieux et qui proteste un peu contre le fait qu'il y ait un nouveau chien dans ta vie. Oh, mon chien, Bingo, mon labrador de 5 ans, Boude, je veux dire, il proteste. Il a d'abord fait une grève de la faim, puis s'est retiré dans sa cage, car les labradors ne tiennent pas longtemps sans manger. Ce sont de gros mangeurs. Alors, une fois qu'il n'a plus pu tenir, il s'est dit « Je vais juste rester dans ma cage ». Mais quand il en sortait, il s'est mis à boiter et on s'est dit « Oh mon Dieu, attends, est-ce qu'il est blessé ?» Du coup, on s'est dit « Faisons un test ». Alors, j'ai pris un morceau de fromage parce que, encore une fois, les labradors adorent la nourriture. Je me suis mise de l'autre côté de la pièce et j'ai dit « Bingo, viens ». Et devine quoi? Il n'a plus boité. Il n'a plus boité du tout, immédiatement. Je me suis tournée vers mon mari, ancien maître chien dans l'armée, et j'ai demandé « Attends, a-t-il simulé une blessure ?» Et mon mari a dit « Oui, en fait, les chiens simulent des blessures. » C'est excellent. J'ai vérifié sur Google, c'est vrai. Bingo traverse une période difficile, mais on me conseille de patienter quelques semaines, de lui laisser de l'espace loin de Lucy Blitz, et il ira mieux. Bingo a un léger syndrome du personnage principal. Tu sais d'où ça vient, selon toi? Je ne sais pas, tu sais quoi? Peut-être les gens. C'est un gros ego. On est tous centrés sur nous-mêmes et on aime attirer l'attention. Peut-être que sa mère lui a transmis cela. Je pense que l'entretien s'est bien passé. Je pense qu'on a tout ce dont on a besoin. D'accord, super. On peut juste conclure. Commençons par le début. Très bien, allons-y. Vous avez grandi dans le Kentucky. Oui, fille du gouverneur et d'une animatrice de télévision très connue. Les personnes d'un certain âge connaissent bien votre mère. De CBS NFL Today avec Brett Musburger, Jimmy the Greek et IRV Cross. Qu'est-ce que ça faisait de grandir avec des parents aussi connus et, j'ose dire, célèbres dans votre monde? Oui, je veux dire, j'ai clairement grandi sous les projecteurs, mais en grandissant à Lexington, dans le Kentucky, j'ai aussi eu l'impression d'avoir une enfance très normale et équilibrée. Et je donne beaucoup de crédit à mes parents pour les personnes dont ils m'ont entourée et aussi pour le groupe d'amis que j'avais. Ils étaient vraiment formidables. Et donc, même si mes parents étaient, entre guillemets, célèbres, je n'y prêtais pas vraiment attention et je faisais juste un peu ma propre vie. J'adorais monter à cheval, j'adorais jouer au football, j'adorais traîner avec mes amis et j'adorais grandir dans le Kentucky. Et les gens qui m'entouraient étaient vraiment des gens simples et authentiques. Et c'était comme, bon, on est tous des êtres humains, peu importe si tu es célèbre ou pas, qui s'intéresse. Tu vois, en fait, ça m'a beaucoup appris sur le pouvoir, l'influence et la célébrité et sur le fait que ça ne mène pas forcément au bonheur non plus. Je pense que beaucoup de gens dans le milieu des médias essaient peut-être de gravir les échelons, toujours plus, encore et encore. Je veux devenir célèbre sans jamais être heureuse, alors que mes deux parents l'étaient. Cela m'a permis de prendre du recul. Tu vois? Tu peux, tu sais, avoir cet appétit insatiable et tu ne seras peut-être jamais heureuse. Et ce n'est pas pour dire que mes parents n'étaient pas heureux, tu sais, je veux dire, mais ils étaient des êtres humains, comme tout le monde. Tous subissent la même condition humaine. En effet, nous souffrons tous de la condition humaine. Je suis donc très reconnaissante d'avoir reçu une éducation qui m'a permis de l'apprendre tôt. Eh bien, je veux dire, je l'ai dit plus tôt en plaisantant, que dans la culture d'aujourd'hui, on te traiterait de bébé népo. Mais je dirais que tu as montré qui tu es. Tu es sur CNN, tu es à Washington, tu fais un peu partie, tu sais, de la machine à fabriquer des stars, pour ainsi dire, du point de vue de l'actualité politique, mais tu sembles vraiment garder les pieds sur terre, non? Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, tu sais, à part
le fait d'être dans le Kentucky ou peut-être le fait que ta mère soit à la télévision? Qui comme ça t'a permis de rester plus ancré? Est-ce que c'était, je ne sais pas, l'éducation, l'Église ou, tu sais, qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu restes aussi terre à terre? C'est vraiment gentil de ta part de dire ça. Ah, je dois beaucoup à mes parents. Ils ne m'ont jamais poussé vers cette carrière. Mon père m'a même découragée. Il disait que je n'égalerais jamais ce que ma mère a accompli. Pourtant, je n'ai jamais ressenti de pression. J'étais comme, Eh bien, je vais faire mon propre chemin. Je ne veux pas faire de sport, mais je veux être journaliste. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé poser des questions, apprendre des autres et parler avec les gens. J'ai toujours été intéressée par les gens. Ma mère ne m'a jamais poussée, ni au concours de beauté, même si elle a été Miss America. Elle m'a toujours conseillé de suivre mon cœur et de faire ce que je juge bon. Pam, tu aimes interviewer et poser des questions. Si ça t'intéresse, continue dans cette voie. Et donc, je pense que ça m'a donné une confiance intérieure pour simplement poursuivre ce qui me passionne. Et j'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire de bébé Nepo. Et je ne pourrais jamais dire avec certitude si je serais là où je suis aujourd'hui sans mes parents. Qui peut vraiment dire ça, n'est-ce pas? Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que je suis tellement reconnaissante et je ne prends jamais ce que j'ai pour acquis. Et j'essaie de travailler dur chaque jour et de profiter de l'opportunité et des bénédictions qui m'ont été offertes. Cela aide à garder du recul et à rester ancré. Je pense que ça vient du Kentucky, d'avoir grandi avec des gens formidables et d'avoir appris à me connecter aux autres. Mais je pense aussi que cela vient de ma passion sincère pour ce que je fais. Je fais ce métier parce que j'aime être journaliste et parler avec les gens, et je pense que c'est à travers cela que j'agis. Je considère mon rôle comme un moyen de donner la parole aux gens, de raconter leurs histoires et d'aider le public à comprendre ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. Donc, je me considère comme un vecteur pour cela, pas comme une grande star de la télévision. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'aide à garder les pieds sur terre, parce que je ne suis qu'un vecteur pour les gens. je pense. Aussi, si tu considères chaque personne comme quelqu'un qui mérite le même respect que toi, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et je pense que parfois, certaines personnes se laissent un peu emporter par ça. Et tu sais, ça me revient en tête parce que l'année dernière a été une grande, grande année pour toi à bien des égards, mais tu as fait des reportages incroyables autour de la tragédie. Care Mystic dans la région des collines au Texas. Et ce qui, selon moi, a vraiment influencé ton reportage, c'est que tu avais été campeur là-bas. Et c'est un camp chrétien pour filles. Et tu sais, j'ai grandi à Hutchinson, au Kansas, et les camps d'église et les camps chrétiens sont un peu comme les camps scouts, c'est la norme. Je pense que certaines personnes entendent camp chrétien et pensent à des sectes ou à autre chose du genre. Comment était-ce d'être campeur là-bas puis d'y revenir? Comment cela a-t-il rendu ton travail de journaliste plus difficile ou plus facile, étant donné ta relation avec l'institution? Je pense que ça l'a rendu plus difficile parce que ça a fait remonter tout un flot d'émotions. Et tu sais, je suis retournée dans les archives et j'ai retrouvé mon ancien bracelet et les lettres que j'écrivais à la maison, les lettres que j'écrivais à ma mère qui n'était plus là. Tous ces souvenirs me sont revenus, comme quand ma mère me déposait au camp et la nostalgie que je ressentais là-bas, mais aussi tout l'amour que j'avais pour être là et profiter de la nature au camp. Mystique et l'expérience incroyable et transformatrice que tu vis là-bas quand tu es enfant. Donc, c'était une expérience vraiment unique pour moi parce que je luttais avec cette émotion personnelle d'avoir été une ancienne campeuse et que tous ces souvenirs me revenaient en tête. Mais en même temps, tu sais, j'étais une professionnelle, je devais rester professionnelle, être journaliste et rapporter ce qui se passait. Mais aussi, le fait d'être mère ajoutait une autre dimension parce que j'avais une petite fille, tu sais, et tu ne peux pas t'empêcher de penser à quel point c'est horrible, ces petites filles douces et innocentes emportées par les inondations et à ce que leurs parents doivent ressentir, à la douleur qu'ils doivent éprouver. Donc, c'était de loin le reportage le plus difficile que j'ai jamais eu à couvrir, mais aussi le plus important, je pense, parce que j'avais l'impression de pouvoir offrir un aperçu de ce qui se passait sur le terrain que d'autres ne pouvaient pas donner. Rien que d'être campeuse là-bas, n'est-ce pas? Et il y avait d'autres défis, comme faire face aux forces de l'ordre qui compliquent le travail des médias. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de nous là-bas. Les gens sur place n'étaient pas. Pour la plupart, beaucoup de personnes avec qui j'ai interagi étaient très sceptiques parce que j'étais avec CNN. J'ai donc dû gagner leur confiance, leur parler et leur montrer que j'étais là seulement pour partager leurs histoires. Eh bien, j'imagine que oui. Aussi, le fait que tu n'aies pas simplement été envoyé de Washington pour représenter CNN et couvrir l'histoire
Tu avais une expérience personnelle, enfant? Il y avait peut-être quelque chose qui a facilité ton accès ou qui a suscité une certaine sympathie, tu sais, ce camp, parce que tu avais été un campeur, c'est ça? Je pense que le fait d'avoir été campeuse là-bas m'a effectivement aidée. Les gens s'ouvraient plus facilement à moi. Tu vois? Ah, tu as fait une colonie là-bas. Ma mère et ma famille sont aussi du Texas. Compris. J'avais déjà un lien fort avec le Texas. Je viens du Kentucky, mais j'ai aussi grandi au Texas, car ma mère nous y emmenait souvent. Elle y a aussi de profondes racines. Elle a été Miss Texas, puis elle est devenue Miss America, Miss Texas. Donc j'essaye toujours de trouver, vous savez, quand on est journaliste et qu'on fait un reportage, on essaye toujours de trouver un lien commun, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand je parlais à des sceptiques qui ne voulaient pas me parler, oui, j'en parlais. J'étais ancienne campeuse, ma mère vient du Texas et j'ai grandi en venant ici. J'aimerais vraiment entendre votre avis et comment cela vous affecte. Et vous constatez que les gens s'ouvrent et vous regardent d'une manière différente de leurs idées préconçues. Ça a dû être vraiment difficile de parler devant la caméra avec des parents qui sont dans l'état le plus brut de leur chagrin, venant tout juste d'apprendre qu'ils ont perdu un être cher. Et honnêtement, je pense que c'est une histoire très, très importante à raconter et à transmettre, mais cela demande aussi une nuance et une attention incroyable pour s'assurer que cela ne paraisse en aucun cas comme de l'exploitation ou un manque de respect, mais simplement totalement respectueux. Ça doit être vraiment difficile et je suis curieux de savoir comment tu as fait ou ce que tu as utilisé pour parvenir à cela. J'ai dû instaurer une relation de confiance et leur offrir cette opportunité. Certains parents endeuillés souhaitent partager leur histoire et valoriser l'héritage de leur enfant, n'est-ce pas? C'est cathartique pour eux, c'est thérapeutique pour eux. Donc je me suis proposée, comme je l'ai dit plus tôt, comme un vecteur pour cela, partager cette histoire, en prendre soin, être une bonne gardienne de cela et faire preuve de respect envers les autres. J'ai dit, vous savez, je vous donne l'opportunité, mais ne vous sentez pas obligé, d'accord? Donc je l'ai simplement mise sur la table. Et puis, ouais, avec le temps, ils venaient vers moi ou ils s'ouvraient et d'autres ne le voulaient pas. Mais en fait, j'ai constaté que beaucoup le faisaient une fois qu'ils avaient surmonté le choc initial de ce qui s'était passé. Ils voulaient raconter leur histoire, ils voulaient parler de leur fille et ils voulaient parler de la responsabilité du camp mystique. Donc, j'ai couvert cette histoire pendant de nombreux mois. Je ne suis pas simplement partie. En tant que journaliste, il mérite parfois d'être totalement absorbé par une histoire sur le terrain, puis de simplement la laisser derrière soi. Je ne pouvais pas juste la laisser derrière moi, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y avait un lien personnel, mais je voulais aussi m'assurer de partager, vous savez, ce qui se passait avec le camp mystique. J'ai invité l'avocat du camp mystique car personne n'avait eu de nouvelles et j'ai été la première à le faire. Je voulais juste continuer à suivre l'affaire et à mettre ce sujet en avant. Mais en même temps, à un moment donné, tu dois juste accepter, genre, d'accord, Pam, tu es tellement investi émotionnellement là-dedans, mais peut-être que ce n'est pas là où en est l'actualité en ce moment, et tu dois, en quelque sorte. Un premier anniversaire approche, ce serait un bon suivi. Et toi? J'ai été un excellent moniteur de colonies de vacances et je sais que tout comporte des risques. Chaque colonie espère simplement qu'aucune tragédie n'arrive. Et tu sais, parfois on devient trop confiant que ça n'arrivera pas. En tout cas, tu as fait un excellent reportage là-bas. Des méchants, n'est-ce pas? Je veux dire, Le point, c'est qu'il n'y a pas de méchants ici. Ce n'est pas comme une fusillade scolaire où il y a clairement un coupable. oui, Oui, je veux dire, en étant sur place, il était clair qu'il y avait de l'incompétence. Il y a des choses qu'ils ont corrigées, il y a des choses qu'ils auraient dû faire des années auparavant, n'est-ce pas? Pas seulement Camp Mystique, mais aussi la ville, la commune. Ils ont tiré des leçons, mais ont dû apprendre à travers cette tragédie où tant de vies ont été perdues. Et c'était l'une des rares fois, Colby, où j'ai vraiment été émue devant la caméra et où j'ai pleuré, ce que j'essaie d'éviter. Mais je me dis aussi que, tu sais, c'était brut et authentique et c'était sur le moment. Et Anderson Cooper m'a interrogée sur mon expérience en tant que campeuse et j'ai commencé à en parler. J'ai alors pensé à ces lettres que ces fillettes décédées avaient envoyées chez elles et qui allaient arriver par la poste à leurs parents en deuil. Et là, ça m'a vraiment frappée, ça m'a touchée profondément. Et encore une fois, ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé comme ça. Je pense aussi que cela m'a appris qu'exprimer un peu d'émotion aide le spectateur à mieux comprendre l'histoire. c'est authentique, non? Et puis, Anderson est un peu le gars qui semble susciter les conversations les plus authentiques sur le deuil. Et il a perdu sa mère. Lui aussi.
n'est-ce pas? Et il est très doué pour ça. Et tu sais, Il se sentait en sécurité en le faisant. C'était comme, même si tout le monde, tu sais, c'est comme, je suis en direct à la télévision parce que c'était Anderson, je me sentais en sécurité. ouais, Tu sais, et le plus gentil des messages, oui, il m'a envoyé le message le plus gentil après, et il est tellement encourageant. c'est adorable. Et oui, mais c'est juste, c'est un collègue incroyable. Et tu as raison, il a créé cet espace sûr à ce moment-là parce qu'il comprend le chagrin si profondément. Donc, c'est une belle transition vers le nouveau documentaire que tu vas sortir pour Whole Story. Il sort dans quelques semaines, je crois, sur la montée du nationalisme chrétien, n'est-ce pas? Oui, ce sera un dimanche et j'ai pu regarder un petit extrait en avance. Mais pourquoi ne pas simplement expliquer de quoi parle ce reportage d'une heure? Donc, je suis allée à Moscou, dans l'Idaho, l'année dernière, et j'ai interviewé le pasteur Doug Wilson, qui est à la tête de ce réseau d'églises appelé CREC, dont fait partie le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. J'ai toujours été intéressée par ce sujet et en pensant à Pete Hegseth et à la façon dont il introduisait la prière au département de la Défense et à certains de ses tweets ainsi qu'à d'autres actions. Je voulais mieux comprendre la vision religieuse de son réseau d'églises, pouvant l'influencer comme secrétaire du département de la Défense et nous donner un aperçu de cela. J'ai donc contacté le pasteur Wilson et il était ouvert à l'idée de faire l'entretien. Il a clairement dit que CNN, selon lui, était de l'autre côté de la barrière et il a vraiment fait comprendre qu'il nous considérait un peu comme l'ennemi. Il se méfiait de moi et j'ai tenté de lui montrer que je m'intéressais juste à sa vision et sa façon de penser. Laissez-nous venir discuter avec vous pour comprendre votre point de vue, car votre influence grandit et cela se voit à travers divers indicateurs. Mais il vient d'ouvrir une église à Washington, D.C. Hegseth y a assisté, ainsi que d'autres membres influents de la ville. Donc, il se rapproche du centre du pouvoir et il est important de comprendre sa pensée qui prend de l'influence. Donc, il l'a fait, il a accepté. Nous nous sommes rendus là-bas et je l'ai interviewé pendant environ 1 heure et demie et c'était un entretien très respectueux. Bien sûr, j'ai fait preuve de diligence professionnelle en tant que journaliste et je l'ai confronté et mis au défi sur différents sujets, mais il y a eu un moment qui est finalement devenu viral, où il a des opinions très strictes sur les rôles de genre et il croit vraiment que l'homme doit sortir et être le soutien de famille et que le rôle principal d'une femme est d'être mère et femme au foyer, de s'occuper du mari, etc., avec des rôles complémentaires. Il ne croit pas à l'égalitarisme, alors je lui ai demandé « Que penses-tu du rôle de la femme dans la société ?» Et il a répondu sans hésiter « Les femmes sont les personnes dont les gens viennent au monde. » Et je suis restée là à attendre qu'il développe, mais il ne l'a pas fait. Point final. Point final, c'était tout, c'était sa réponse. Et donc j'ai juste eu cette réaction très authentique, très brute. J'ai dit « Attends, donc tu crois qu'on est juste un réceptacle ?» Et puis il a continué en disant « Ben non, ce n'est pas comme les cochons et les chevaux, ça ne demande tout simplement aucun talent. Ils se reproduisent aussi tout comme les femmes. Ce n'est pas un mari animal, n'est-ce pas? Après avoir un enfant, vous devenez la PDG de la maison. On pense souvent qu'il est mal de mettre ses enfants à la crèche. » Et ça a fait le buzz, je veux dire, des millions de vues. Et je pense que ça a vraiment touché beaucoup de gens. Genre, attendez une seconde, qui est ce type? Et il pense comme ça, et beaucoup de gens pensent comme ça. Le secrétaire du département de la Défense a retweeté mon article. Ouais, je ne veux pas paraître trop admiratif, mais ce qui m'a marqué dans cette interview, c'est que tu as su t'opposer, mais avec respect, et tu as posé des questions comme « Je crois même que tu as demandé « Je suis une mère qui travaille. Est-ce que je vous offense? » Et il a répondu « Non. » Mais tu sais, c'était vraiment du bon journalisme parce que ça a permis à ton interlocuteur de révéler sa véritable opinion sans que tu le coinces dans un angle. Tu as simplement posé des questions simples auxquelles il a répondu et tu as mis en lumière à quel point des opinions aussi radicalement différentes existent dans notre société, n'est-ce pas? Et je pense que c'est important. Mon approche, c'était de ne pas y aller avec du jugement, mais avec de la curiosité. N'est-ce pas? Qui suis-je pour juger, n'est-ce pas? J'y allais vraiment avec une curiosité sincère. Et je pense qu'il a pu sentir que je n'étais pas là pour lui nuire, tu vois? C'était juste comme « Hey, aide-moi à mieux comprendre ça. » Tu sais, tu étais gentil. Eh bien, mais je pense que tu peux être gentille et ferme. Et je pense que les gens peuvent le ressentir, non?
Tu n'étais pas dans la confrontation, tu n'étais pas du genre à chercher à piéger, tu cherchais vraiment des réponses à de vraies questions. Et je pense que les gens sentent la différence, ils s'ouvrent, je veux dire, c'est ce que fait un bon intervieweur. Ils mettent les gens suffisamment à l'aise pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent vraiment, au lieu d'essayer de formuler des réponses qu'ils pensent que tu voudrais entendre exactement. Ou d'être dans l'opposition. Et en fait, après la diffusion de cette interview, il a écrit un très joli article de blog, pas pour me vanter, mais il nous a remerciés publiquement en disant qu'ils avaient été très justes pour obtenir la parole. Et je veux le faire parce que je pense que cela a montré quelque chose. Il a dit, il a commencé en disant CNN pensant que nous étions l'ennemi, et puis il a terminé après que nous ayons fait le travail journalistique en nous remerciant et en disant, ils n'ont pas seulement mis en avant les parties provocatrices, ils ont aussi donné le contexte autour des parties provocatrices ou controversées. Et en fait, je me suis dit, j'espère que cela ouvrira l'esprit d'autres personnes qui pensaient comme lui, qui nous voyaient d'une certaine manière, parce que je sais que ses opinions ont changé. Il s'est ouvert et maintenant il apparaît dans ce documentaire d'1 heure. Nous sommes allés plus loin en nous intégrant à une communauté de nationalistes chrétiens à Taylor, Texas, sous le réseau CREC. Et je dois dire qu'ils étaient adorables et accueillants, et ce sont vraiment leurs convictions profondes, n'est-ce pas? C'est ce en quoi ils croient, ils pensent que c'est ce que la Bible ordonne, que ce pays doit être une nation chrétienne, et ils ont des enfants pour en faire des bâtisseurs du royaume. Et ils croient vraiment fermement que les femmes, vous savez, leur rôle principal est à la maison, et ils pensent que c'est ce que la Bible leur dit. Cela m'a aussi ouvert l'esprit en tant que journaliste d'aller sur place, de m'immerger et de passer du temps avec eux. On vit dans une culture où chacun désigne un gentil et un méchant, cherchant à diaboliser. À cause de leur système de croyance, et les gens adoptent leur vision du monde ou leur système de croyance pour tellement de raisons différentes, n'est-ce pas? Je veux dire, je sais que j'ai grandi dans le Kentucky et que j'ai passé du temps au Texas et j'avais des parents célèbres qui m'ont donné des expériences différentes, bien sûr, qui ont façonné ma vision du monde. Et pour beaucoup des personnes à qui j'ai parlé, elles ont grandi dans des foyers religieux et elles avaient l'impression que c'était ainsi qu'il fallait vivre. Je veux que les gens comprennent qu'on a aussi parlé à des femmes ayant quitté diverses églises et dénominations chrétiennes conservatrices, ainsi qu'à des parents chrétiens. On appelle cela le patriarcat, et elles étaient très, très claires sur le fait qu'elles étaient heureuses d'être parties. Cette structure peut vraiment mener à des abus, ont-elles dit. Quand on crée une hiérarchie où les femmes sont tout en bas, vous savez, soumises et obéissantes à leur mari, et qu'on instaure cette hiérarchie, cela peut mener à des situations abusives. Tout ne finit pas toujours bien, sans garantie de bonheur. Cela ne signifie pas que tous vivent cela dans ces communautés, mais poussé à l'extrême avec quelqu'un de contrôlant ou abusif, on comprend où cela peut mener. Certaines femmes ont vécu ces expériences et ont mis du temps à démêler, déconstruire et partir, ce qui a été difficile, car dans ces communautés, l'autre est vu comme le méchant. C'est comme David et Goliath, et ils croient que la laïcité et la non-laïcité ne peuvent pas coexister, n'est-ce pas? Donc c'est comme si l'un devait l'emporter sur l'autre. Et pour elle, la société extérieure, la société du dehors est mauvaise. C'est Goliath. Oui, exactement, elle pense. L'école publique, beaucoup de celles à qui j'ai parlé, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est un bloc monolithique, forcément, mais beaucoup d'entre elles pensaient que l'école publique est un péché. Et donc, ces femmes à qui j'ai parlé, qui sont parties, qui ont vécu, que ce soit des abus émotionnels ou physiques, ont vraiment tiré la sonnette d'alarme sur ce qui peut arriver dans ces communautés religieuses à contrôle élevé. Et elles ont fait le lien avec l'administration Trump et la façon dont nous voyons l'influence du nationalisme chrétien grandir au sein de cette administration d'une manière que nous n'avons jamais vue historiquement. Eh bien, j'ai aidé mon fils à faire un exposé en première sur Night in the Garden, qui était le rassemblement nazi des années 30, et c'était un rassemblement chrétien. Et il a commencé cet exposé avec, vous savez, la citation de Mark Twain. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent et, comme par hasard, il y avait beaucoup de gens qui ressentaient cela. Le rassemblement de Donald Trump à la fin de l'élection au Madison Square Garden a repris certains de ces thèmes. Et je suis curieux, dans ce documentaire, je n'ai vu que le passage où vous êtes à Taylor, Texas. Dans quelle mesure orientez-vous cela explicitement? Et même si le montage final n'est pas arrêté, faites-vous le lien avec l'administration Trump? Est-ce que cela apparaît comme un avertissement ou plutôt comme une observation que c'est une tendance en hausse?
En tant que journaliste, je ne pense pas devoir l'utiliser comme avertissement. Ce n'est pas alarmiste ni inquiétant, c'est simplement cela arrive et il faut en être conscient. Cela montre tous les aspects, n'est-ce pas, et les deux côtés, n'est-ce pas, comme les femmes qui sont parties et d'autres qui sont juives ou d'autres confessions, n'est-ce pas? Ou même les chrétiens pensent qu'ils représentent une menace existentielle là-bas, comme dans ces groupes nationalistes chrétiens, n'est-ce pas? Ces groupes nationalistes chrétiens estiment que l'éloignement de l'Amérique des valeurs chrétiennes constitue une menace existentielle pour eux et qu'il faut revenir aux valeurs chrétiennes pour survivre en tant que société. Donc il s'agit plutôt d'examiner les racines de ces mouvements et cette angoisse existentielle des deux côtés et de comprendre pourquoi ils ressentent cela. Et c'est vraiment au spectateur de décider ce qu'il en pense. Je peux vous dire que d'après ce que j'ai reçu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont très inquiets à ce sujet, simplement à cause de l'influence croissante, car ils le voient comme une forme de régression, un retour en arrière qui enlève les droits des femmes. J'ai interviewé un pasteur sous Doug Wilson qui a dit, vous savez, écoutez, le 19e amendement devrait être abrogé parce qu'il pense qu'il devrait y avoir un vote par foyer, que l'homme devrait voter. J'ai dit, en tant que femme qui vote, aidez-nous à mieux comprendre cette façon de penser, a-t-il répondu. Il estime que l'individualisme a provoqué la désintégration de la société et que tout repose sur l'unité familiale. Selon lui, il faut plus de cohésion. Les gens peuvent en tirer ce qu'ils veulent, mais ils doivent en être conscients et savoir que c'est un moment important. En Amérique, et selon les experts à qui nous avons parlé, l'influence du nationalisme chrétien est à son apogée, même si le christianisme dans son ensemble est en déclin. C'est fascinant. Et honnêtement, j'ai grandi en allant à l'église et j'ai fait partie d'un conseil d'église quand mon enfant était à la maternelle à Plymouth Congregational à Brooklyn Heights. Mais je garde ça pour moi, n'est-ce pas? Mais je crois vraiment que, et tu sais, tu es allé dans un camp chrétien, toi. J'ai grandi en tant que chrétienne, j'ai grandi en allant dans une église chrétienne. Et je pense que, tu sais, presque en mettant la religion de côté, et c'est peut-être parce que j'ai été élevé comme congrégationaliste, le sentiment de communauté que nous ressentions dans les églises, les écoles, la petite ligue et tout autre groupe d'affinités semble vraiment avoir diminué à un niveau dangereux, n'est-ce pas? Il semble que nous soyons isolés par les réseaux sociaux, Internet et les structures qui nous maintenaient unis, le tissu social, les églises, les écoles, les associations de parents d'élèves. Comment tu appelles ça? Ont presque disparu et on constate que le balancier a peut-être trop penché. Quand on observe des nationalistes chrétiens, tu crois qu'il y a une raison à cela? Je suis d'accord avec toi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon immersion dans la communauté à Taylor, au Texas. Tout était imbriqué, ils semblaient vraiment heureux et ils avaient une communauté forte et soudée, n'est-ce pas? Ils surveillaient tous les enfants des uns et des autres et s'entraidaient. Les enfants étaient simplement dehors, ils traînaient un peu partout, jouaient ensemble à des âges différents. Idéalement. Et peut-être, oui, il y a quelque chose là-dedans et on ne peut pas l'ignorer maintenant. J'ai demandé à Doug Wilson, le pasteur, tu sais, à quel moment appellerais-tu ça une secte, n'est-ce pas? Il a dit, les gens se plaignent de l'absence de communauté, mais quand on en crée une, ils parlent de secte. Nous sommes chrétiens et avons des convictions. C'est un argument valable. Je ne suis pas un nationaliste chrétien et je pense qu'une grande partie de ce qu'il défend n'est pas pour moi, en tout cas. Mais vous savez, je peux reconnaître qu'une structure familiale solide est bonne pour la société et bonne pour la famille. Pas toujours, mais il y a des éléments dans leur argumentation qui sonnent justes. Cela paraît extrémiste. Oui, leurs opinions sont vraiment extrêmes et rigides. Il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y avait pas moyen de leur parler et de dire « attends une seconde, et ça alors ?» Tu vois, c'est comme s'ils avaient leurs opinions et c'est tout. Et les deux peuvent être vrais, non? Ils ont peut-être des opinions jugées extrêmes et rigides, mais aussi un fort sens de la communauté et du lien que beaucoup ici ont perdu, non? Et donc, je pense que c'est ce qui va être vraiment intéressant pour les spectateurs de ceci, de simplement regarder et d'examiner tous les aspects et les complexités de la situation et de décider eux-mêmes comment ils veulent l'apercevoir. J'ai hâte de le voir. Cela pourrait devenir une conversation sur les études religieuses. Je pourrais continuer indéfiniment. C'est fascinant. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos de l'entretien avec Doug Wilson et comment il avait en quelque sorte une opinion préconçue sur CNN et vis-à-vis de vous. Et je soupçonne que vous avez probablement aussi reçu, comme vous l'avez dit, la même chose quand vous êtes allé au camp mystique et je suppose aussi à Taylor. Taylor nous a laissé entrer uniquement grâce à l'entretien avec Doug Wilson. Oh, intéressant.
Parce que vous avez été juste avec lui, nous vous avons laissé entrer. Sinon, il n'y avait aucune chance que nous l'aurions fait. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce profond scepticisme qui existe, en particulier dans l'Amérique centrale, en particulier dans les cercles conservateurs, à propos de CNN? Ce n'est pas seulement à propos de CNN. Je pense. Je veux dire, évidemment, ciblé par cette Maison-Blanche. Cela va nous mettre en avant. Malheureusement, je pense qu'il y a simplement un sentiment anti-establishment et anti-institution qui grandit. As-tu trouvé que c'était un obstacle pour le courtier que tu représentais, un peu? Certains amis proches au Kansas me voient encore comme un élitiste, alors qu'eux fréquentent des clubs privés et mènent la grande vie. Je vis juste dans un petit appart à Brooklyn. Comment serais-je élitiste? Il y a cette idée que travailler dans les médias, souvent à juste titre, c'est intégrer des médias culturels élitistes, un peu comme l'Ivy League, ce genre de mépris envers l'Amérique profonde. Donc je pense que cette méfiance est, à bien des égards, méritée. Mais je suis plutôt curieux de savoir comment as-tu fait, comment as-tu réussi à convaincre? Penses-tu que CNN est d'une certaine manière concernée? Ces 10 dernières années ont été difficiles. C'est en partie un problème qu'ils ont contribué à créer. Je veux dire, écoute, je pense toujours qu'on doit s'auto-analyser et, tu sais, on n'est pas parfait. Bien sûr, il y a des choses. Si tu regardes en arrière et que tu te dis, oh, tu sais quoi, on aurait dû faire ça différemment, non? Je veux dire, bien sûr, ce que je peux dire, c'est que j'aimerais que les gens comprennent mieux cela. Je veux dire, les gens pensent encore que on me dit tous les jours que je suis comme une marionnette et que les grands patrons me disent quoi faire et quoi ne pas faire. C'est incroyable. C'est incroyable. Même des personnes très instruites me demandent si j'ai une indépendance éditoriale. Et je leur dis, oui, c'est moi qui décide qui vient dans mon émission, quelles questions je leur pose. Donc, je vois la quantité de travail acharné et d'efforts qui sont consacrés à la vérification de ce que nous diffusons, surtout à l'ère de l'IA, et à nous assurer que nous sommes justes envers nos invités et tout ça, n'est-ce pas? Mais nous traversons aussi une période vraiment difficile. Et il est vrai que nous avons un président qui a répété sans cesse que nous sommes des fausses informations, tu sais? Il est donc très difficile de rivaliser avec cela aujourd'hui. Cela ne signifie pas que CNN ou d'autres médias n'auraient pas pu agir différemment ou mieux. Et je pense que tu as raison. Il y a des moments où nous sommes trop enfermés dans notre bulle avec la politique de course de chevaux et cette sorte de vision élitiste, mais personne n'est parfait. Et il y a toujours une marge de manœuvre pour examiner et scruter. C'est pourquoi j'apprécie vraiment les médias. Je pense qu'ils doivent être scrutés. Nous avons encore de l'influence et devons être tenus responsables. Dis-moi plus sur ce que tu aimes dans les médias. Parce que tu veux te lancer des fleurs, mais non, j'y crois. Nous devons être responsables. Si j'interviewe complaisamment une personne au pouvoir, je mérite des critiques. La chose la plus rare dans les médias politiques, c'est la personne qui dit « Tu sais quoi, tu as raison, je me suis trompé ». Mais c'est comme ça qu'on construit la confiance. C'est une critique valable. J'écris Collins et parfois on me dit « Tu as oublié ça ?» Je réponds « Oui, je ne l'ai pas précisé. J'ai supposé, mais c'est vrai. J'aurais pu être plus clair. » Tu vois, c'est génial parce que, devine quoi, je n'ai jamais, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'être humain parfait, n'est-ce pas? Tu t'en approches pas mal, Colby. Assez proche. Donc, mon point de vue, c'est toujours que, chaque jour, j'apprends et je peux évoluer, m'améliorer et grandir. Et donc, si je reçois un retour de quelqu'un que je respecte et que je me dis, d'accord, tu as raison, je vais faire mieux la prochaine fois et ne pas refaire la même erreur. Pourquoi craignons-nous d'admettre nos erreurs et d'être transparentes? C'est ainsi qu'on bâtit la confiance et le lien avec son public, selon moi. Donc, je dois poser la question sur la manière dont la crédibilité de CNN et des médias traditionnels a été systématiquement sapée par le président Trump et ses représentants. Les caricatures et stéréotypes existent car ils reposent partiellement sur la vérité, ce qui leur donne une certaine résonance. Oui, c'est ça. Mais comment as-tu géré cela avec, on dirait que la chaîne essaie constamment, qu'elle a presque du mal à avoir une voix tout court, car ils craignent d'être accusés de partialité. Et donc, parfois, c'est presque trop neutre. Alors, comment travailles-tu pour gérer cela avec... Tu invites des représentants de Trump à l'antenne et leur poses des questions difficiles. Mais les gens diront, par exemple, pourquoi donnes-tu la parole à quelqu'un qui parle de mensonges électoraux sans fondement? Comment trouves-tu l'équilibre entre le fait d'interagir avec la branche exécutive et leurs positions, même si tu sais que leurs positions ne sont pas toujours exactes, justes ou même vraies?
Je pense que c'est une question vraiment légitime. J'y ai beaucoup réfléchi et tu sais, nous ne sommes pas un bloc homogène. Donc, tu pourrais poser la question à un autre journaliste senior et il pourrait avoir un point de vue différent. Il pourrait se tromper, mais c'est à toi que je pose la question. Mais de mon point de vue, ce sont des personnes au pouvoir et c'est exactement comme les nationalistes chrétiens. Cela se passe réellement. Tu peux ne pas être d'accord, penser que c'est faux et les faits pourraient te contredire tout ce qu'ils disent. Devine quoi, c'est mon travail de répondre avec les faits, avec les preuves. Mais les gens doivent comprendre ce qui se passe. Les gens doivent comprendre, selon moi, la façon de penser de Stephen Miller. Et comme la façon de penser du président Trump et d'autres personnes au pouvoir qui façonnent ce pays, son avenir et l'ordre mondial, tu vois, les gens devraient comprendre ça, selon moi. Et je pense que parfois, les gens aiment s'en prendre aux messagers, tu vois. C'est comme... Pourquoi lui donner une tribune? Parfois, quand j'interagis avec des gens, ils me contactent pensant que je n'ai pas été assez dur. Il dit que j'aurais dû poser telle question. Je lui réponds respectueusement, en demandant d'être plus clair. J'aimerais mieux comprendre ce que vous avez ressenti comme étant inapproprié. Et puis, ils disent « Oh mon Dieu, tu sais quoi, ce n'est pas toi. C'est juste que je suis tellement bouleversée par l'environnement dans lequel on vit en ce moment. » Je pense que ça déclenche vraiment quelque chose, un sentiment viscéral profond chez les gens qui viennent à l'émission. Et quoi que tu fasses, ce ne sera jamais suffisant. Mais ce n'est pas mon travail de plaire au public ou de plaire à Internet. Je considère que mon travail consiste à inviter des personnes influentes de tous horizons et de toutes opinions politiques et les tenir responsables, les mettre au défi et laisser les gens recevoir cela comme ils le souhaitent. Je comprends la logique de donner la parole à des personnes qui, vous savez, n'agissent pas vraiment de bonne foi. Cependant, l'un des grands problèmes que j'ai avec cette façon de penser, c'est que, si on résume, on en arrive à espérer qu'en ignorant le problème, il finira par disparaître. Et c'est une situation vraiment délicate à gérer parce qu'au final, nous ne vivons plus dans une réalité partagée. Je sais... C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Oui, je le pense. Parfois, j'ai l'impression que les gens ne se soucient pas des faits comme moi. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les faits, n'est-ce pas? Je sais. Et ça rend presque le journalisme, qui est entièrement basé sur le reportage objectif des faits, ça le rend presque caduc ou inutile à une époque postmoderne où tout est subjectif. C'est une période effrayante. C'est vraiment comme ça. On se sent sans repère. J'en ai parlé dans mes écrits et nous avons des algorithmes. J'allais justement en parler. Cette récompense, c'est le conflit, la conspiration, et ça ne récompense pas le reportage factuel. Personne ne clique sur la nuance. Les gens cherchent à conforter leurs opinions. Cela les rassure. Ce qui est différent ou remet en cause leur identité les effraie et les menace, n'est-ce pas? Et donc, ils veulent retourner dans leur petite bulle ou leur chambre d'écho qui les fait se sentir bien, à l'aise et en sécurité. Et je suis vraiment préoccupée par le fait que les gens, il n'y a tout simplement plus le respect, la déférence et la révérence pour la vérité, les faits et les preuves comme il y en avait autrefois. Et le mensonge de Trump sur l'élection prétendument volée en est un exemple parfait. Je veux dire, il le répète encore et encore. Et elle a ses propres théories sur les raisons pour lesquelles des personnes raisonnables y croient, maintenant. Oui. Mais tous les faits et preuves indiquent le contraire, n'est-ce pas? Les républicains ont organisé et vérifié à plusieurs reprises l'élection de Géorgie. Exactement. Je veux dire, et donc pour moi, ça me fait peur parce que je me dis que, quoi qu'il arrive, l'émotion l'emportera toujours sur les faits. Malheureusement, je veux dire... C'est la vérité. Pour beaucoup, l'émotion et la répétition suffisent. Si tu le répètes assez, ça s'impose et sème le doute. Attends, peut-être que c'était une histoire. Je déteste le dire, mais cela rappelle vraiment les chapitres sombres de l'histoire mondiale. C'est incroyable comme la rhétorique est similaire. Encore quelques questions, tu sais, en parlant un peu de ton rôle à CNN et tu es à Washington. J'ai entendu des critiques et je l'ai moi-même constaté. Le bureau de CNN à Washington, il semble vraiment dépasser ses capacités. C'est vraiment une sorte de centre névralgique, vous savez, du réseau. Beaucoup de programmes viennent de Washington, comme il se doit. CNN est parfois critiqué pour son attention excessive au drame politique de Washington. Il faut saluer Manu Raju, le meilleur dans son domaine. Il est remarquable. Et je comprends que, vous savez, les manœuvres politiques à Washington sont une histoire qui mérite d'être couverte. Mais est-ce que cela se fait parfois au détriment d'une couverture réelle de ce qui se passe dans l'Amérique profonde? Pensez-vous que parfois c'est un peu nombriliste ou solipsiste à la manière du monde de Washington?
Eh bien, si vous regardez mon émission, vous verrez que nous ne faisons pas de débat politique sur la course électorale et c'est une décision délibérée. Il y a d'autres personnes à CNN qui sont bien meilleures que moi pour cela, avant tout. Mais ce dont je peux parler, c'est de ce que je fais pour l'émission et je pense que cela peut vous en dire beaucoup. Mon équipe sait qu'il m'importe beaucoup d'inviter des Américains ordinaires dans l'émission. Donc, lorsqu'il y a une fermeture du gouvernement ou que les primes d'assurance maladie augmentent, faisons venir cette personne qui vit au Kansas, au Kentucky ou au Texas et qui s'inquiète vraiment de la façon dont cela va l'affecter. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de comprendre la situation que d'entendre la personne concernée plutôt que d'avoir un expert qui parle, n'est-ce pas? Ça a toujours été mon avis. Et puis, il y a John King, dont je suis jalouse, lui et son travail, car j'aimerais faire pareil. Juste aller à travers le pays, parler aux gens et ramener leurs histoires à Washington. C'est un Jack Kerouac des temps modernes. Il est incroyable et ses histoires sont toujours éclairantes. À chaque fois, je dis « Passez son reportage à l'émission, faites venir John King, parlons-en ». Par exemple, qu'est-ce que les gens dans le pays disent et pensent? Et je faisais cette chronique radio, puis on est passé à Michael Smirkanich pour la faire parce qu'il a sa propre émission de radio. Mais le but de tout ça, c'est qu'est-ce que les auditeurs disent? Qu'est-ce que les gens qui écoutent votre émission disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils appellent? Des retours réels. Des retours réels de partout au pays. J'ai reçu Michael Smirkanich aujourd'hui pour discuter. Que disent vos auditeurs sur une fermeture partielle du gouvernement? Cela les préoccupe-t-il vraiment? Est-ce qu'ils y prêtent même attention? Et il a répondu non. En fait, ils ne le font pas, à moins qu'ils ne soient dans une file d'attente de la sécurité aéroportuaire américaine et que ça dure une éternité. Sinon, ils n'y prêtent pas attention. Et donc, il peut être notre relais pour ce que les auditeurs à travers le pays pensent et ressentent à propos de ce qui se passe à Washington. Donc, c'est mon approche personnelle. Quand tu es allé à Taylor, au Texas ou à Moscou, dans l'Idaho, cela semble être un piège pour les médias basés à Washington ou à New York d'aller dans d'autres endroits et d'éviter. C'est un peu comme de l'anthropologie sociale. Certains reportages semblent dire « Regardez comment ces gens vivent ». Ils sont là-dedans. C'est une géographie commerciale, ouais, comme des animaux de zoo. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que peut-être parce que tu as grandi dans le Kentucky, tu n'as pas pu faire ça, tu as réussi à éviter ça. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose dont tu devais être conscient? Que, genre, t'impliquer ou tu t'es juste connecté avec les sujets, un peu comme... Non, vraiment, je ne sais pas. Je vois juste les êtres humains comme nous sommes tous humains et nous luttons tous à notre manière et nous souffrons tous. Je vais vers eux en disant j'aimerais comprendre ce que tu penses. Aide-moi, d'accord? Personnellement, je n'ai tout simplement pas ressenti ça à nouveau. Nous naissons tous dans une situation, comme tu l'as dit, pour le bébé Nepo. Je suis née dans une famille non choisie, je me sens bénie, mais il y a eu des difficultés avec cela, n'est-ce pas? Il y en a eu. Je n'ai pas eu une éducation conventionnelle et je pense toujours que les humains naissent dans le monde, dans n'importe quelle situation familiale dans laquelle tu es placé. Et puis tu essaies juste de comprendre, tu fais de ton mieux, puis tu apprends et tu grandis. Donc on est tous là-dedans ensemble, n'est-ce pas? Donc peu importe où tu es, comment tu vis, j'aime juste me connecter avec les gens à ce niveau fondamental et comprendre. C'est une autre chose que je voulais dire en revenant au sujet des bébés Nepo. J'y ai beaucoup réfléchi aussi. Donc, je veux demander aux personnes qui seraient critiques, tu sais, qui diraient « Oh, tu es juste là à cause de ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Est-ce que je devrais juste rester dans ma chambre toute la journée à ne rien faire et à jouer avec mes cheveux? Ou qu'est-ce que je devrais faire? » La chose qui me passionne vraiment, que j'aime faire et que je sens que je suis faite pour faire, tu vois. Et j'y ai toujours pensé, tu sais. Je pense que c'est la bonne réponse, non? Pour être honnête avec toi, je ne pense pas que quelqu'un sache vraiment. Je veux dire, je ne pense pas qu'on te considère comme un Nepo baby, tu vois, je ne pense pas ça. Je veux dire, je pense que les Nepo babies reçoivent ces critiques non seulement à cause de qui sont leurs parents, mais aussi à cause des opportunités qu'ils ont et surtout à cause de leur comportement et de leur attitude. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je pense que tu cherches juste à ce qu'on se plaigne ou à recevoir des compliments. À ce stade... Je commence à jouer la diva, à crier sur le personnel. Apportez-moi mon café. Dernière question. Tu as commencé à co-présenter la Situation Room avec Wolf Blitzer l'an dernier. Est-il aussi difficile de travailler avec lui qu'il en a l'air? Oh là là, Wolf Blitzer, laisse-moi te dire, c'est vraiment une vraie diva. Il a vraiment l'air d'être l'homme le plus gentil et le plus doux du monde entier. En fait, c'est vrai, je ne dis pas ça juste parce que c'est mon co-présentateur et que je dois le dire. Il est vraiment la personne la plus facile avec qui travailler et la plus gentille. Et il est tellement respectueux et adorable avec tout le monde. Peu importe qui vous êtes, il aime tout le monde.
Il organise de petites fêtes dansantes avant l'émission. Il met sa musique qu'il adore. Avec quoi Wolf Blitzer danse-t-il? Mon Dieu, Chumbawamba est l'un de ses préférés. Il en a beaucoup qui ne vous surprendraient pas. Il adore Taylor Swift, alors il met sa musique et on danse et chante tous ensemble. Et il n'y a pas d'ego. Cet homme pourrait avoir le plus grand ego du monde. C'est une icône, vraiment, et il n'est rien d'autre qu'un vrai professionnel. Et si je veux intervenir, s'il fait une interview et que je veux poser une question, il dira « Oui, Pam, viens ». Ce n'est pas du genre « C'est mon temps d'antenne ». Il n'est pas difficile. Non, c'est tout l'inverse. Je me sens très chanceuse de m'asseoir à ses côtés chaque jour et d'apprendre de lui. C'est un partenaire idéal? Cet homme est incroyable. Je ne peux rien dire de mal sur lui. Personne au bureau de Washington, ni ceux qui le connaissent, ne le pourraient. Non, je peux confirmer mon enquête. J'ai cherché des casseroles sur lui pendant longtemps, je n'ai rien trouvé et je n'ai toujours rien. Il a l'air d'aller bien. Il s'est bâti une excellente réputation en étant génial, donc la répétition s'est bien déroulée. On devrait commencer l'enregistrement. D'accord, on y va. Allons-y, lançons la caméra, absolument. Pamela Brown, co-présentatrice de Situation Room, j'ai hâte de voir votre intervention sur le nationalisme chrétien. Merci d'être venue. Cette conversation était excellente et très agréable. Merci d'y avoir consacré du temps. Super, merci de nous avoir regardés.